Bonsoir, professeur Bernard. Heureux de vous retrouver. Je vais donc vous présenter. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre et de consacrer ce moment de présentation auprès de nos auditeurs. Vous êtes chirurgien urologue spécialisé en chirurgie mini-invasive robotique. Vous exercez au CHU de Bordeaux et vous coordonnez le réseau français de recherche sur le cancer du rein, ainsi que le Fonds de recherche et innovation en chirurgie rénale. Le champ de votre intervention d'aujourd'hui ne se limitera pas uniquement au Robotic Training Center du CHU de Bordeaux, qui a été inauguré en juin, et vous en êtes le responsable, mais vous envisagez plus largement, dans l'innovation chirurgicale par la robotique, de nous parler de l'IA et des technologies 3D, qui sont des sujets connexes au cœur de votre expertise et de vos activités. Bienvenue à vous. Je vous laisse la parole. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Parfait. Ok, parfait. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Désolé, j'étais un peu en retard là, sur la consultation, donc j'étais obligé de retarder la prise de parole. Donc, l'idée, effectivement, là, c'était de partager avec vous quelques aspects ayant trait à la chirurgie robotique d'une part, mais surtout à ce que ça… C'est-à-dire la chirurgie robotique, c'est une innovation en soi, mais l'idée, c'était surtout de partager avec vous toutes les innovations satellites qui sont concomitantes du déploiement de la robotique chirurgicale. Et vous allez voir que le fait d'utiliser la robotique, ça permet d'innover dans le champ du parcours de soins, dans le champ de la prise en charge et de l'interaction avec les patients, dans le champ de l'utilisation de la réalité virtuelle au bloc opératoire, de l'utilisation des technologies tridimensionnelles, etc. etc. Donc, c'est en gros les thématiques qu'on va aborder ensemble au cours de cet exposé. Alors, juste pour vous rappeler ce qu'est le robot chirurgical tel qu'il est communément connu du grand public. Le robot chirurgical, en fait, c'est un télémanipulateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en lui-même, il n'a pas d'autonomie propre et c'est une machine qui retransmet les mouvements qui sont imprimés par le chirurgien au niveau de la console de robotique que vous voyez donc totalement à l'extrémité droite là, de cette diapositive. Donc, en fait, il y a trois éléments qui constituent le robot chirurgical. La console chirurgicale qui est donc l'interface de commande pour le chirurgien. Et donc, le chirurgien va être assis devant cette console. L'élément au milieu qui est, je dirais, le cœur du robot, c'est là qu'on retrouve tous les processeurs, donc avec ce qu'on appelle donc la colonne, avec l'écran de rappel pour l'ensemble des personnels qui sont en salle. Et puis, on retrouve ici l'unité d'électrocoagulation et l'ensemble du microprocesseur du robot. Et puis ensuite, vous avez le chariot patient qui est, je dirais, le robot en lui-même, en tout cas l'image qu'on en a, avec les différents bras opérateurs et qui va être donc au contact du patient et qui va répercuter les gestes imprimés par le chirurgien au niveau de la console sur les instruments chirurgicaux. Donc, c'est ça le robot chirurgical. Alors, le robot chirurgical, donc, vous savez qu'il y a de nouveaux acteurs là, qui rentrent dans le champ de la robotique chirurgicale, mais jusqu'ici, il y avait un seul équipementier qui était Intuitive Surgical, qui est une boîte américaine et qui donc est leader sur le marché mondial de la robotique chirurgicale. Et vous voyez qu'en fait, c'est une histoire qui n'est pas toute récente, puisque le tout premier prototype de robot chirurgical, vous voyez, date de 1999. Et vous voyez donc vous voyez les différentes évolutions là,
des systèmes qui se sont succédés dans le temps, avec le DaVinci S, le DaVinci SI, et aujourd'hui, donc la 4e génération qui est celle que l'on utilise, avec le DaVinci XI et le DaVinci X. Voilà, avec à chaque nouvelle génération, bien évidemment, l'apport de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'était pour vous donner un aperçu de ce qu'est le robot chirurgical et que vous ayez bien notion que certes, c'est une innovation, mais enfin, ce n'est pas quelque chose qui est né hier et que c'est déjà une dynamique qui a pris son essor il y a de cela plus de 20 ans. Donc la robotique, en fait, que peut-on en attendre? Quels sont les bénéfices qu'on peut estimer avoir par l'introduction de la robotique dans le champ de la chirurgie? La première chose, c'est espérer sécuriser les procédures, c'est-à-dire diminuer le taux de complications pour le patient, essayer d'étendre les indications de traitement mini-invasif, puisque vous savez que l'objectif de la robotique, c'est d'éviter de devoir faire des grandes incisions pour accéder aux organes qu'on doit opérer. Oui, l'objectif de la robotique, c'est de permettre de faire de la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire accéder à un organe profond difficile d'accès uniquement par des petites incisions qui font de 5 à 8 mm et qui vont éviter donc de faire des larges incisions qui permettent au chirurgien, en temps normal, de passer ses mains pour pouvoir opérer sur site. Donc, l'objectif aussi de la robotique, c'est par rapport à la laparoscopie, c'est-à-dire la chirurgie cœlioscopique, mais sans assistance robotique, d'étendre les indications et donc de pouvoir s'attaquer à des organes de plus en plus difficiles d'accès et à des chirurgies de plus en plus complexes par l'amélioration en fait, de la qualité de l'instrumentation. C'est aussi de pouvoir introduire donc, des innovations chirurgicales connexes, et en particulier dans le domaine des parcours de soins pour les patients. Tout ça, bien sûr, il faut l'accompagner d'une innovation dans la façon que l'on a, nous, universitaires, d'enseigner la chirurgie aux chirurgiens de demain et de faire évoluer donc, le training chirurgical avec un objectif, bien sûr, in fine, qui est aussi celui de maîtriser les coûts, puisque vous savez que la robotique en elle-même entraîne un surcoût par rapport à une chirurgie ouverte notamment, et ce surcoût, il est lié, bien sûr, à la technologie elle-même qu'il faut financer. Donc, je vous propose de prendre l'exemple d'une chirurgie en particulier qui bénéficie beaucoup de l'apport de la robotique, c'est la chirurgie des tumeurs du rein, et puis aussi parce que, comme vous l'avez dit, c'est mon dada. Et donc là, vous voyez une vidéo d'une chirurgie conservatrice d'une tumeur du rein. Vous avez en haut à droite la tumeur vous voyez qui est jaunâtre et qu'on est en train de libérer du rein sain. Et puis là, on est en train de réparer le rein sain que l'on souhaite conserver. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une néphrectomie partielle. Vous avez figuré juste à côté un schéma qui vous explique un peu quelle est la situation. Quand un patient est atteint d'une tumeur au sein de son rein, le principe de la néphrectomie partielle, c'est d'aller découper autour de cette tumeur et de conserver tout le reste du rein qui n'est pas malade, avec pour, bien sûr, bénéfice de préserver au mieux la fonction rénale du patient sur le long terme. Donc, je vous ai dit, un des objectifs de l'introduction de la robotique, c'est notamment de sécuriser les procédures. Et donc, si on regarde ce qui s'est passé dans le champ de la chirurgie rénale, on a démontré aujourd'hui qu'effectivement, l'utilisation de la robotique, quand on compare les résultats en termes de complications post-opératoires pour les patients de ce type de chirurgie, c'est-à-dire la néphrectomie partielle, par voie ouverte versus par voie robotique, eh bien, on voit qu'on améliore, on diminue, vous voyez, de 53% le risque de complications post-opératoires, tout stade confondu. On diminue de 73% le risque de complications sévères en post-opératoire. Les complications sévères, c'est quoi? C'est lorsqu'on est obligé de réopérer le patient
pour traiter la complication. Dans le même temps, vous voyez qu'on diminue la durée de séjour des patients à l'hôpital de l'ordre de 33%. Et ça, vous verrez que ça a une importance un peu plus tard, parce que quand on discute de robotique, certes, on discute des bénéfices médicaux, mais de suite après vient la discussion sur le coût que ça représente, et notamment dans un système de sécurité sociale étatique comme chez nous, le coût que ça représente pour la société. Et donc, par le biais de la diminution des durées de séjour, vous verrez que finalement, on arrive à contrecarrer le surcoût technologique représenté par l'assistance robotique. Le deuxième objectif, je vous ai dit, c'est aussi de voir si la chirurgie robotique peut nous permettre d'étendre les indications de chirurgie mini-invasive. Et là, vous avez un exemple d'un patient qui a 2 tumeurs du rein, donc il y a une atteinte bilatérale, les 2 reins sont touchés. Et vous voyez du côté gauche une énorme tumeur qui occupe les 2 tiers inférieurs du rein gauche. Et ben, à ce patient-là, on lui a proposé une prise en charge chirurgicale conservatrice bilatérale par voie mini-invasive, donc par voie robotique. Donc, c'est-à-dire que même pour une tumeur de gros volume, une situation chirurgicale particulièrement complexe, eh bien, on a été en capacité de proposer un traitement chirurgical mini-invasif aux patients. Et ça ne serait absolument pas possible par laparoscopie pure, c'est-à-dire avec des instruments droits et donc sans l'assistance robotique. Le troisième point, la robotique donc, est une innovation en soi, mais vous avez vu qu'au bout d'un moment, quand on en parle depuis 20 ans, on peut mettre la dénomination d'innovation entre guillemets parce que c'est censé devenir de la pratique courante. Mais l'introduction de la robotique va faire le lit de l'introduction d'innovation satellite. Et vous voyez ici un sujet qui nous intéresse particulièrement, qui est celui de l'introduction et de l'utilisation chirurgicale de la réalité virtuelle. Et donc, vous voyez là pivoter une modélisation tridimensionnelle du rein d'un patient, comme vous l'avez vu sur la diapositive précédente. C'est-à-dire qu'à partir du scanner du patient, on est aujourd'hui en capacité de recréer une réalité virtuelle du rein à opérer, c'est-à-dire une modélisation du rein à opérer. Alors, quel est le lien avec la robotique? Eh bien, le lien est le suivant, c'est-à-dire qu'on va être en capacité d'introduire cette modélisation tridimensionnelle dans la console chirurgicale que vous avez vue, que je vous ai présentée sur la première diapositive. Et vous le voyez ici, on est en capacité d'afficher d'une part, sur la partie haute de l'écran, ce que vous voyez, les 2 vidéos que vous voyez là, c'est la représentation exacte de ce que je vois quand je mets ma tête dans la console du robot chirurgical. Et donc, vous avez la vue péropératoire en haut et juste en dessous dans la fenêtre qui s'affiche en bas, eh ben, on est capable d'afficher la modélisation tridimensionnelle du rein qu'on est en train d'opérer. Et ça, l'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir guider notre chirurgie en temps réel, d'avoir une sorte d'équivalent de GPS chirurgical pour savoir à tout moment quels sont les éléments qu'on est en train de disséquer. Et vous voyez ici la dissection d'un île rénale avec donc la dissection de petites branches artérielles dont on avait repéré sur la modélisation tridimensionnelle que ces branches artérielles vascularisaient la tumeur qu'on souhaitait retirer. Voilà. Et donc ça, c'est la réalité virtuelle, là, prend tout son sens lorsqu'elle est conjuguée à la robotique. Alors,
tout ça, vous me direz, c'est bien, c'est des jolies vidéos, des jolies images, mais est-ce que ça a un impact direct et prouvé pour le patient? Et donc là, je vous présente les résultats, je vais vous les présenter en raccourci, mais les résultats d'une de nos études qu'on a publiées, voyez, récemment, c'était dans le courant de l'année, c'était au mois de mai, je crois, de mémoire 2021. Où on a évalué donc justement l'intérêt de cette chirurgie guidée par l'image avec modélisation tridimensionnelle par rapport à la chirurgie robotique pour la néphrectomie partielle, mais standard, sans imagerie et sans modélisation tridimensionnelle. Donc vous voyez qu'on a quand même inclus beaucoup de patients dans cette étude, 645 patients au total, 230 dans le groupe chirurgie guidée par l'image, 415 dans le groupe contrôle de chirurgie de néphrectomie partielle robotique sans chirurgie guidée par l'image. Et on a évalué ce que ça entraînait en termes de résultats pour le patient, donc en termes notamment de complications péropératoires et de complications post-opératoires. Et donc, les résultats sont les suivants. Alors, on a une façon, nous, d'évaluer la qualité d'une chirurgie conservatrice rénale par le biais d'un critère composite qui s'appelle le trifecta. Pour satisfaire au trifecta, il faut que notre patient n'ait pas de complications post-opératoires, qu'on ait pu enlever la tumeur en marge chirurgicale saine, c'est-à-dire faire une exérèse complète de la tumeur, et d'autre part, qu'on ait conservé la fonction rénale au moins à 90% de ce qu'était la fonction rénale initiale du patient, donc la fonction rénale préopératoire. Quand on satisfait à ces trois résultats-là, on considère qu'on a obtenu le Graal en termes de qualité d'une chirurgie conservatrice rénale. Et donc, vous voyez que par l'utilisation de la modélisation tridimensionnelle et de la chirurgie donc, guidée par l'image, chirurgie robotique guidée par l'image, on gagne 10% de satisfaction du trifecta par rapport à la technique standard. Une autre façon d'innover aussi, c'est dans l'interaction avec le patient. À partir du moment où on a la modélisation tridimensionnelle, donc virtuelle, que vous avez vue dans les diapositives précédentes, eh bien, on a, en utilisant la technologie d'impression 3D, on a mis au point un modèle d'échange avec le patient, d'interaction avec le patient, pour justement lui expliquer, donc on imprime en 3 dimensions la modélisation virtuelle qui est issue elle-même du scanner du patient. Et on utilise ce type d'impression 3D, de maquette, pour échanger avec notre patient et pour lui expliquer quelle est sa situation, puisque chaque maquette est propre au patient, elle est le reflet de l'anatomie du patient qui est en face de nous, et lui expliquer quelle va être la chirurgie, quelles sont les difficultés potentielles par rapport à la localisation de la tumeur sur le rein. Donc, vous voyez la tumeur là, qui est figurée en rose. Et ben, en fonction de sa localisation, en fonction de sa taille, etc., pour nous, chirurgicalement, ça va entraîner des difficultés particulières et qui se traduisent pour le patient par des risques de complications qui vont être spécifiques. Et donc ça, c'est un outil qui est issu donc de la réalité virtuelle de la modélisation tridimensionnelle pour permettre d'échanger de la meilleure façon avec le patient. Une autre façon d'innover suite à l'introduction de la robotique, c'est d'innover dans les parcours de soins qu'on propose aux patients. Et donc, on a mis en place des parcours de réhabilitation améliorés après chirurgie, parcours NPRAC, et puis même des parcours d'ambulatoire, c'est-à-dire on est aujourd'hui en capacité de proposer ce type de chirurgie-là, qui sont néanmoins des chirurgies complexes, dans un cadre ambulatoire, c'est-à-dire le patient rentre le matin, on l'opère, et il rentre à la maison le soir avant 19h. Et ça, quel intérêt ça a? Bon, pour le patient, de dédramatiser l'acte chirurgical et de lui permettre de passer le plus de temps possible en famille et donc d'améliorer la prise en charge. Mais vous allez voir que ça a aussi un impact, bien évidemment, sur les durées de séjour intra-hospitalières.
Et donc là, je vous propose de revenir un petit peu en arrière sur ce qui était fait chez nous dans l'équipe en 2014. Vous voyez que en 2014, 97% de nos patients restaient hospitalisés 4 jours ou plus dans le service après une néphrectomie partielle. Et donc ça, c'était avant qu'on introduise massivement la robotique et avant qu'on introduise les parcours de soins dont je vous ai parlé, de réhabilitation améliorée après chirurgie et d'ambulatoire. Et l'idée, en fait, c'était aussi de se dire qu'il fallait faire évoluer les parcours de soins parce que à l'époque, tout était protocolisé, non pas sur les caractéristiques du patient et les caractéristiques de la chirurgie qu'on allait proposer, qui dépendent elles-mêmes des caractéristiques de la tumeur, mais tout était protocolisé en fonction de la chirurgie. C'est-à-dire, à partir du moment où vous étiez opéré d'une néphrectomie partielle, eh ben, vous passiez 24 à 48 heures en soins intensifs, puis vous sortiez des soins intensifs, et puis vous restez hospitalisé pendant 7 jours dans le service en surveillance. Voilà. Que votre chirurgie ait été longue ou courte, qu'elle ait été compliquée ou pas, que vous soyez jeune ou vieux, c'était pareil pour tout le monde. Bon, l'idée, c'était au contraire de faire évoluer ça et d'essayer de proposer des prises en charge qui soient vraiment centrées sur le patient et qui s'adaptent à la chirurgie telle qu'elle était attendue, aux caractéristiques tumorales, aux caractéristiques propres du patient, puisque vous avez ici figuré 2 modélisations tridimensionnelles de tumeurs à opérer. Et vous avez la petite tumeur rose donc, à gauche et la grosse tumeur à côté à droite. Eh bien, chirurgicalement, ça ne va pas être du tout les mêmes interventions. Et en post-opératoire, ça ne va pas représenter non plus le même risque de complications post-opératoires pour le patient. Donc, il n'y a pas de raison que ces 2 patients restent tous les 2 10 jours à l'hôpital, alors qu'une chirurgie va pouvoir durer 65 minutes, et alors que pour l'autre, elle va durer 6 heures. Voilà. Donc, l'idée était de faire évoluer les parcours de soins et de refaire la jonction entre les parcours de réhabilitation améliorée après chirurgie qui nécessitent une hospitalisation et les parcours d'ambulatoire, puisque jusqu'ici, c'était aussi 2 prises en charge qui étaient complètement distinctes, alors que finalement, on allait proposer le même type de chirurgie. Voilà, donc ça, on a mis ça en place. On a commencé par mettre en place les parcours de réhabilitation améliorée après chirurgie en 2015. Et puis en 2016, on a réalisé la première néphrectomie partielle robotique en ambulatoire. Donc c'était la première qui était réalisée au niveau international. On l'a publié dans la littérature scientifique. Et suite à ça, on a été labellisé par l'Institut national du cancer et par le ministère de la Santé comme centre pilote pour développer la chirurgie ambulatoire du cancer du rein. Et c'était le projet Amburein qu'on a lancé donc en 2016. Alors tout ça, bien sûr, ça nécessite beaucoup d'investissement et parce que ça nécessite de retravailler tous les protocoles, de changer toutes les habitudes, d'aller contre des idées reçues ancestrales et de travailler main dans la main en pluridisciplinaire, donc avec les différentes spécialités médicales impliquées, mais aussi avec l'ensemble des paramédicaux, notamment les infirmières de bloc, les infirmières anesthésistes, les infirmières dans le service, pour vraiment faire bouger les pratiques et faire évoluer les choses. Et puis, ça nécessite pour nous, en tant que chirurgiens aussi, quand on veut faire de la chirurgie ambulatoire, pour une chirurgie qui est réputée complexe, parce que c'est une chirurgie d'un organe profond, avec une chirurgie qui est technique, et donc c'est pas comme aller opérer un corps au pied, quoi. Donc ça nécessite aussi d'adapter notre technique chirurgicale, et du coup, bon, on a modifié notre technique pour essayer d'être le plus rapide possible en cours de chirurgie, de façon à ce que, en suivant, le patient ait lui-même le maximum de temps pour récupérer de sa chirurgie avant de rentrer à la maison. Voilà. Et donc là, vous avez une vidéo en accéléré d'un abord tumoral direct, c'est-à-dire à l'époque, la technique classique consistait à aller disséquer le pédicule du rein, clamper l'artère pour éviter le saignement lorsqu'on découpe la tumeur, etc.
Et donc, tout ça, on a changé notre technique pour développer de nouvelles techniques chirurgicales et essayer d'accélérer la chirurgie elle-même. Ça a nécessité aussi de créer de nouvelles fonctions paramédicales et on a créé des fonctions d'infirmières coordinatrices pour justement coordonner la bonne exécution de ces nouveaux parcours de soins et d'autre part, pour apporter aux patients un accompagnement prolongé, un suivi prolongé par le biais de l'infirmière de coordination et pour lui apporter une personne contact et ressource qu'il rencontre en préopératoire et dont il sait que cette personne va assurer sur les 30 jours qui suivent la convalescence chirurgicale, dans les 30 jours qui suivent la chirurgie, cette personne va assurer le suivi et s'assurer que le patient n'a pas de complications, que les traitements médicamenteux sont bien pris, que la douleur est bien gérée, et donc remplacer ce qui pouvait être fait en cours d'hospitalisation par donc cette infirmière de coordination. L'étape d'après, ça a été aussi d'introduire l'utilisation d'outils numériques connectés pour améliorer justement la qualité du lien entre le patient et l'infirmière de coordination. Et donc, on a créé une application qui s'appelle UroConnect et qui va permettre à l'équipe chirurgicale d'envoyer de façon protocolisée et régulière des questionnaires au patient directement sur son téléphone, auxquels le patient donc, répond en direct et les réponses qui sont apportées par le patient sont visualisées par l'infirmière de coordination. Et donc, si le patient envoie une alerte ou qu'en fonction des réponses, on considère qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui est susceptible d'annoncer une complication, eh bien, à ce moment-là, l'infirmière de coordination appelle directement le patient, soit pour résoudre un problème qui a été signalé par le patient, soit pour prendre des nouvelles et s'assurer que tout aille bien. Voilà. Et donc, ça fait partie des nouvelles stratégies d'accompagnement du patient et de suivi de la convalescence post-opératoire. Alors, vous allez peut-être me dire, OK, c'est très bien, l'ambulatoire, mais pour des chirurgies complexes, est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça se passe bien pour les patients? Et au final, est-ce qu'ils sont contents? Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on a évalué en prospectif dans le cadre donc, du projet Amburin dont je vous ai parlé, pour lequel on était labellisé par l'Institut national du cancer et le ministère de la Santé. Et je vais rapidement juste vous présenter, vous voyez, les résultats qu'on a publiés dans la littérature scientifique internationale en mai 2020. Et donc, vous voyez qu'on a analysé ici comment se sont passées les choses pour nos 82 premiers patients qui ont été opérés en ambulatoire d'une néphrectomie partielle robotique. Donc, entre 2016 et 2019, la première chose qu'il vous faut bien comprendre, c'est que quand on a opéré 82 patients en ambulatoire, c'était 82 patients sur un total de 429 patients qu'on avait opérés dans la même période pour le même type de chirurgie. Donc, ça veut dire que les patients qu'on a pu opérer en ambulatoire, c'était 19% de l'ensemble de nos patients qui ont eu ce type de chirurgie sur la période d'analyse. Pourquoi c'est important ça? Parce que ça veut dire que ce n'est pas faisable pour tout le monde. Et c'est encore une fois ce que je vous disais dans une diapositive précédente, c'est que l'objectif là de ces parcours de soins, ce n'est pas de faire la même chose, mais c'est de proposer ce qui nous semble être le mieux et le plus adapté en fonction des caractéristiques du patient et des caractéristiques tumorales. Donc, vous voyez que ça représente à peu près 18-19% de nos patients qui sont à l'heure actuelle opérés en ambulatoire. Bon, ce qu'il faut en retenir de ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est des chirurgies du coup qui ont été adaptées et qui sont rapides. Vous voyez, en moyenne, 111 minutes de chirurgie. Et quand on regarde le taux de complications post-opératoire, il est extrêmement faible, puisque sur ces 82 patients, on avait un taux de complications post-opératoire de 1,2% et de réadmission dans les 30 jours suivant la chirurgie de 1,2%. Et il se trouve que ça, c'était le même patient.
Voilà. Et d'autre part, ben, globalement, ça ne marche pas trop mal, puisque vous voyez que chez 91,5% des patients, effectivement, 91,5% de nos patients qu'on a souhaité prendre en charge en ambulatoire ont pu rentrer le soir même à la maison. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et quand on regarde, on a évalué dans le cadre de cette étude la satisfaction des patients. Donc, on a comparé à gauche les patients opérés en ambulatoire et il faut que vous regardiez la colonne, pour simplifier, la colonne satisfaction globale là, qui apparaît en orange et en rouge de l'autre côté. Vous voyez que pour les patients, les 18% de patients là, opérés en ambulatoire, la satisfaction globale était de 83%. Et pour les patients qui étaient, eux, hospitalisés dans le cadre du protocole de réhabilitation améliorée, donc les 80 autres pourcents, la satisfaction globale était similaire, puisqu'on était à 81%. Donc, ce qui veut dire qu'en proposant de l'ambulatoire à nos patients, on ne dégradait pas la satisfaction globale, et on ne dégradait pas donc la sensation de confort, la sensation de sécurité, etc., etc. Bon, et ça, quel impact ça a in fine? Parce que j'ai abordé cet aspect tout à l'heure en vous disant que il y avait quand même une question de coût quand on faisait de la robotique. Donc, on est convaincu que la robotique, ça apporte un bénéfice pour le patient. Le problème, c'est que quand on fait une intervention chirurgicale par voie robotique, en gros, ça entraîne un surcoût de l'ordre de 1 200 € qui est lié à l'achat du robot chirurgical, à sa maintenance et à l'utilisation de l'ensemble des instruments qui sont à usage unique. Voilà. Et donc, il faut quelque part que ce surcoût, il faut qu'il soit certes à l'origine d'un bénéfice médical, mais vous savez qu'on est aujourd'hui dans une situation où on est obligé de compter tous les sous dans le domaine de la santé, puisque si vous suivez l'actualité, vous verrez qu'on en manque beaucoup. Et donc, voilà, il faut qu'on soit en capacité aussi de rationaliser le coût de nos prises en charge. Et donc, vous voyez ici répercuté sur ces diagrammes, d'abord le nombre de procédures, c'est-à-dire de néphrectomie partielle par voie robotique qu'on a réalisé là, dans l'équipe de 2009 à 2018. Vous voyez que le nombre a augmenté considérablement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous voyez que dans chacun des bâtons, là, la part de chirurgie ouverte a énormément décru, puisque vous avez la laparotomie, donc les chirurgies conservatrices du rein qui étaient réalisées par voie ouverte en bleu clair, et en bleu foncé, les chirurgies par voie robotique. Et donc, vous voyez qu'en 2009, 75% des chirurgies conservatrices du rein étaient faites par voie ouverte. En 2017, c'était quasiment 100% qui étaient faites en voie robotique. Donc, on a complètement fait disparaître la voie ouverte avec ses conséquences pour le patient, c'est-à-dire moins de douleurs, moins de cicatrices, etc. Et dans le même temps, vous avez la courbe qui se superpose, qui vous montre les durées de séjour des patients. Et donc, vous voyez que plus on a fait de robotique, plus la durée d'hospitalisation des patients a diminué. Et à chaque fois qu'on a introduit un nouveau parcours de soins, donc 2015, on a introduit la réhabilitation améliorée après chirurgie, on a entraîné une baisse. 2016, on a introduit l'ambulatoire, on a entraîné une baisse, là aussi, des durées de séjour. Et donc ça, c'est pour vous présenter les choses d'une autre façon. Je vous rappelle, donc en 2014, 97% de nos patients restaient hospitalisés au moins 4 jours et plus. Et dans le même temps, au niveau national, vous voyez que la durée de séjour moyenne, c'était 6,3 jours. Nous, en 2014, on était à 5,3 jours. Quand on regarde 3 ans après, avec l'utilisation massive de la robotique, la sécurisation des procédures par les nouvelles techniques qu'on a mis au point, le lancement des parcours de soins innovants, de réhabilitation améliorée après chirurgie, d'ambulatoire, vous voyez qu'en 3 ans, vous n'avez plus que 17% des patients qui effectivement restaient hospitalisés 4 jours et plus. Et vous avez la grosse majorité des patients, donc 18% comme je vous l'ai dit, qui étaient en ambulatoire, donc hospitalisés 0 jour,
4,6% pendant une nuit, 40% pendant 2 nuits, etc. Et donc, vous voyez notre durée moyenne de séjour qui était passée de 5,3 jours à 2,4 jours. Et ce qui est intéressant, c'était de noter que dans le même temps, au niveau national, en fait, il n'y avait pas eu d'évolution des durées moyennes de séjour. Et ça, c'est pour expliquer aussi que ce type d'innovation et toutes les innovations satellites, ça met du temps à diffuser voilà, ça diffuse pas instantanément non plus dans toutes les équipes chirurgicales. Bon, et ça, c'est une façon de vous présenter ce que ça implique du point de vue du coût et comment justement on arrive par ce biais-là à rationaliser le coût de la chirurgie robotique. Donc là, on a comparé le coût finalement d'une chirurgie par voie ouverte avec des durées de séjour qui sont longues parce que le patient a des douleurs, parce que la cicatrice met du temps à cicatriser, etc. Donc, il est obligé de rester en hospitalisation. Et finalement, le coût calculé selon notre pratique et selon tout ce que je viens de vous présenter d'une chirurgie avec assistance robotique. Donc ça, c'est le premier graphique que vous avez à gauche. Et vous voyez que finalement, on arrive par la diminution du taux de complication, c'est-à-dire la sécurisation de la procédure, et par la diminution des durées de séjour, on arrive à compenser le surcoût de la technologie et finalement, on arrive même à diminuer le coût d'une procédure de l'ordre de 24% par rapport au standard de l'époque qui était donc la chirurgie par voie ouverte. Voilà, et donc quand on regarde finalement la marge pour un établissement de santé en fonction de la voie d'abord, eh bien, vous voyez que voie ouverte, la marge est de 1 000 € et au final, par voie robot assisté, la marge reste la même. Alors, il y a une aberration dans notre système de financement de soins là, français, c'est que vous voyez que finalement, une néphrectomie partielle réalisée par voie ouverte va rapporter plus à l'hôpital qu'une néphrectomie partielle réalisée par voie robotique. Et c'est ce qui explique que la marge soit plus difficile à équilibrer parce que d'une part, vous avez le surcoût de la technologie, mais en plus, vous êtes moins financé quand vous faites la chirurgie par voie, l'établissement de soins est moins financé quand il fait la chirurgie par voie robotique parce qu'en France, il y a un système qui est un peu vicieux, qui est que plus vous avez de complications et plus le patient est hospitalisé longtemps, et en fait, plus on vous donne d'argent, ce qui est contre nature et contre-productif. Belle logique. Voilà. Donc, bon, là, j'ai focalisé mon discours sur mon dada, mais on a du coup au CHU de Bordeaux, là, vous savez qu'aujourd'hui, on est équipé de 4 robots chirurgicaux et donc on a voulu dupliquer l'expérience de ce qu'on avait développé en urologie sur d'autres spécialités chirurgicales, dont la gynécologie, l'ORL, la chirurgie digestive, la chirurgie thoracique et la chirurgie cardiaque. Et donc, on a porté pendant 2 ans un projet d'équipement à 4 robots chirurgicaux qui, bien évidemment, n'a pas été facile à porter parce que chaque machine là, coûte en gros 1,5 million d'euros. Et donc, il a fallu démontrer tout ce que je viens de vous expliquer pour arriver à faire en sorte que l'administration valide l'achat de 4 robots chirurgicaux, enfin en tout cas 2 supplémentaires par rapport aux 2 qu'on avait déjà, voilà, en leur démontrant que malgré le surcoût, on pouvait arriver d'une part à apporter un bénéfice aux patients, d'autre part à rationaliser les surcoûts induits. Bon, et puis ensuite, donc, on va aborder le dernier point qui est celui de l'innovation dans l'enseignement de la chirurgie et en particulier, donc, vous voyez que notre technique chirurgicale s'est complètement transformée quand on parle de robotique par rapport à l'époque où on pouvait former nos assistants en prenant la main, en guidant directement sur le champ opératoire et en attrapant les instruments s'il y avait besoin.
Aujourd'hui, en fait, quand on fait une chirurgie robotique, on est à distance du patient. Et donc, c'est un paradigme complètement différent. Donc, il faut de la même façon faire évoluer notre façon d'enseigner la chirurgie. Et c'est ça tout l'objet du Robotic Training Center dont on a porté le projet dans le même temps que celui du projet de robotique clinique pluridisciplinaire là, pour l'équipement de 3 robots chirurgicaux sur le CHU de Bordeaux. Alors, le Robotic Training Center, c'est quoi? C'est ça. Là, vous avez donc 2 de nos internes, vous voyez, qui sont chacun assis à une console de chirurgie et qui sont en train de s'entraîner. Alors, vous en avez un, le premier, Abder, là, qui est en train de s'entraîner en virtuel. Donc, vous voyez là sur l'écran exactement ce qu'il est en train de voir dans la console de robotique. Et il s'entraîne donc comme ça virtuellement à passer des fils. Et puis, vous avez Marie de l'autre côté, sur l'autre console, qui est en train de s'entraîner elle aussi à faire des points, mais cette fois-ci, non pas virtuellement, mais physiquement, avec un vrai fil, avec les vrais instruments du robot chirurgical, sur un modèle inanimé qui, là, simule, par exemple, une tranche vaginale. Et vous voyez donc là les bras du robot qui sont en mouvement et les instruments. Et Marie, donc, qui est en train, avec exactement les mêmes instruments que ceux qu'on utilise pour la vraie chirurgie sur le patient, en train de s'entraîner à faire un nœud. Voilà, donc le Robotic Training Center, c'est ça, c'est une structure qui permet aux jeunes chirurgiens de s'entraîner à la gestuelle robotique et de se familiariser à la manipulation de la machine et se familiariser au mouvement et à la technique. Alors, le modèle ensuite de développement de ce nouveau type d'entraînement chirurgical, c'est cette fois-ci non plus de s'entraîner uniquement à savoir manipuler la machine et puis à des gestes basiques, d'essayer de reproduire des interventions chirurgicales. Et pour ce faire, on a utilisé la technologie d'impression 3D pour créer, vous voyez, des modèles chirurgicaux. Donc là, c'est un modèle chirurgical, ça c'est une de nos internes, Astrid, un modèle d'entraînement à la néphrectomie partielle robotique. Et donc, vous voyez, elle est en train, là, avec les instruments, de découper, de séparer la tumeur du reste du rein qui est sain, entre guillemets, et de mimer donc exactement la procédure chirurgicale telle qu'on l'a fait dans la réalité. Là, elle vient d'ouvrir des cavités collectrices et elle est en train, là, petit à petit, vous voyez, de découper la tumeur en veillant bien sûr à être en marge saine, à ne pas rentrer dedans. Et elle se retrouve donc avec le lit de tumorectomie. Et ensuite, elle va pouvoir mimer la technique de réparation de ce lit de tumorectomie, c'est-à-dire comment on répare le rein une fois qu'on a enlevé la tumeur. Et là, vous voyez, elle est en train de fermer les cavités collectrices, donc qui permettent de récupérer les urines à l'intérieur d'un rein. Voilà. Et donc ça, c'est des modèles, c'est de l'innovation dans l'enseignement de la technique chirurgicale pour créer des modèles qui peuvent être patient spécifiques, c'est-à-dire que le rein qui est imprimé là, ça peut être le rein du patient qu'on va opérer dans 4 jours et qui permettent aussi d'éviter d'avoir recours à l'animal parce que bon, il y a un objectif, je dirais, éthique. Et il y a aussi le fait que quand vous voulez vous entraîner à une chirurgie d'exérèse tumorale, les animaux, en fait, les cochons n'ont pas de tumeur. Donc, c'est difficile de s'entraîner à faire une néphrectomie partielle, c'est-à-dire d'enlever une tumeur sur un rein qui ne porte pas de tumeur. Donc, c'est aussi une façon d'avoir des modèles qui soient les plus proches possibles de la réalité. Et donc là, vous voyez sur cette vidéo, en comparaison, une vraie chirurgie sur une vraie tumeur à gauche, d'accord, donc chez l'homme, et à droite, la chirurgie sur le modèle imprimé en 3 dimensions. Et vous voyez que la gestuelle est exactement similaire
et que ça reproduit, ça permet en tout cas pour le chirurgien qui s'entraîne de reproduire une procédure chirurgicale et de reproduire la gestuelle, mais aussi de reproduire les différentes étapes d'une chirurgie auxquelles il va falloir s'entraîner. Voilà, donc vous voyez là le temps de suture du lit et de fermeture de la cavité, des cavités collectrices. Voilà, donc je vais conclure là-dessus. Vous voyez que la robotique, c'est une innovation en soi, mais ça permet aussi d'introduire des innovations satellites, des innovations dans la technique chirurgicale, des innovations dans les parcours de soins qu'on propose aux patients, des innovations dans l'éducation et l'interaction qu'on peut avoir avec nos patients, et des innovations dans les techniques d'entraînement chirurgicaux, et avec un objectif derrière tout ça qui est bien sûr d'améliorer la qualité du soin chirurgical qui est apporté aux patients, et dans le même temps d'essayer d'avoir une attitude rationnelle du point de vue du coût. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous raconter. Et puis, si jamais le sujet vous a passionné et vous intéresse au-delà, vous avez tout un tas d'informations et de vidéos et de reportages qui ont été faits par les télés sur notre site dont vous voyez l'adresse s'afficher là en haut, et la chaîne YouTube qui lui est appendue. Voilà. Bien. Écoutez, on vous remercie infiniment d'avoir fait ce tour d'horizon. L'aspect technique, scientifique est passionnant. J'ai vu qu'il y a une grosse difficulté aussi pour convaincre l'administration. Mais ça, avec tout ce qu'on a vécu depuis quelques mois, on sait tous que c'est pas facile, l'hôpital. Et vous avez fait des analyses de coûts qui sont assez sûrement pertinentes et qui n'ont pas été simples à mettre en évidence pour convaincre. Et apparemment, vraiment, on apprécie beaucoup de voir que vous avez ce centre d'apprentissage pour utiliser ces robots, ces techniques mises en place sur des échantillons propres aux patients. Et ça, c'est absolument formidable, je trouve. Et vraiment, personnellement, je suis très, très content de vous avoir entendu. Et peut-être dans la salle, vous avez quelques questions. Est-ce que quelqu'un J'ai juste une petite question sur un sujet unique. Vous avez dit lors de votre intervention que les outils du robot étaient à usage unique. Est-ce que c'est un problème de fiabilité ou un problème de recyclage de ces outils? Alors, en fait, ce n'est pas vraiment de l'usage unique, mais en gros, il vous faut retenir que chaque instrument va avoir 10 vies. Et donc, à chaque fois qu'il est connecté sur le robot, il y a une vie qui est défalquée. D'accord. Et ça, il y a deux raisons à ça. La raison officielle qui est avancée par le fabricant, c'est que c'est une façon pour lui d'assurer qu'il n'y ait pas de casse en cours de chirurgie. Et donc, il a validé que ces instruments pouvaient être utilisés à 10 reprises. L'autre raison moins officielle aussi, c'est que derrière, c'est le business model. C'est-à-dire que, OK, alors vous vendez la machine, vous vendez le robot chirurgical, mais finalement, derrière, ce qui va entretenir, je dirais pour l'industriel, le bénéfice, entre guillemets, c'est d'une part la maintenance de la machine et d'autre part, surtout les consommables. Voilà. Mais la vraie raison officielle, c'est que les instruments ont été validés pour 10 utilisations et qu'au-delà de ça, l'industriel ne garantit pas, et de toute façon, il ne fait pas que garantir, de toute façon, l'instrument est bloqué, c'est-à-dire à partir du moment où vous l'avez utilisé 10 fois, le robot vous empêche de le réutiliser. Voilà. J'ai une petite question par rapport à la formation des futurs chirurgiens. Est-ce que dans le cadre de la formation, vous simulez des cas de panne ou d'incidents lors de la formation sur le principe des simulateurs de vol pour les pilotes? Oui, alors c'est une excellente question. C'est vrai qu'on ne le fait pas de façon régulière, mais ça fait partie, quand les chirurgiens qui se mettent à la robotique ont
une formation de base initiale, ça fait partie de l'enseignement de base. Ouais. Et c'est des choses qu'on pourrait tout à fait faire dans le cadre du Robotic Training Center. Et Mais, puis, alors, j'ai… pour être très honnête, quand même, le nombre de pannes est vraiment extrêmement limité. Parce que moi, ça a dû m'arriver peut-être 2 fois. J'ai dû faire plus de 800 procédures robotiques, même ouais, plus de 900 maintenant. Et je pense que ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois d'avoir une vraie panne qui oblige à arrêter l'intervention. Donc, c'est quand même vraiment très, très fiable. D'accord. J'ai une dernière question, elle est plutôt sur la réglementation européenne. Est-ce que vous êtes impliqué ou au moins consulté par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour la future réglementation européenne sur l'utilisation de l'IA, de l'intelligence artificielle liée au robot? Non, on n'est pas vraiment impliqué. Alors, nous, on est très impliqué sur le RGPD et la CNIL pour toutes les études là, que je vous ai montrées. Forcément, derrière, il y a des patients. Bon, moi, je coordonne, comme vous l'avez dit en introduction, là, le réseau français de recherche sur les tumeurs du rein, sur le cancer du rein. Et dans ce cadre-là, on a une base de données prospective qui est partagée entre les 37 centres du réseau, dans laquelle on collecte toutes les données qui ont trait à la prise en charge des patients qui sont opérés d'une tumeur du rein dans les 37 centres. Donc aujourd'hui, on a dépassé les 12 500 patients qui participent à ce projet-là. Et bien évidemment, par contre, pour ce projet et cette base de données, on a été fortement challengé par la CNIL et ça nous a pris, il y a eu plus d'1 an de démarche avec la CNIL pour valider les contours de la base de données, la façon dont on sécurise les données, dont on les capte, on les enregistre, on les collecte, etc. Voilà. Sécurisé. Bonsoir. Je suis dans la salle en présentiel, c'est pour ça que vous ne pouvez pas me voir sur l'écran. Merci pour la présentation, c'était passionnant, ça a soulevé beaucoup de questions et vous y avez quasiment chaque fois répondu dans la diapo suivante. Donc merci. Une question qui restait sans réponse pour moi, c'est que par rapport donc à la diminution des risques post-opératoires, on a vu que donc, les résultats sont très positifs dans votre domaine. On a vu avec la conférencière précédente que pour les angioplasties, on est encore en attente de résultats, de savoir si ça améliore vraiment les conditions post-opératoires. Alors même si la décision de garder ou non une procédure avec un robot ne sont pas que médicales, vous avez bien parlé de toute la problématique des coûts. Si on enlève toute cette problématique-là, est-ce qu'il y a un seuil en fait, ou une référence au-dessous de laquelle, si on n'a pas par exemple X% de diminution des complications post-opératoires, on laisse tomber une technologie ou est-ce qu'on la conserve quand même puisqu'elle a été achetée? Comment est-ce qu'on décide ça, mais vraiment d'un point de vue uniquement médical? Est-ce qu'il y a un standard en fait d'amélioration? Ouais. C'est une excellente question qui se pose de façon très aiguë, par exemple pour le médicament. C'est-à-dire qu'un médicament ne va être remboursé qu'à partir du moment où il a fait la preuve d'une amélioration du service médical rendu. Et il faut que cette amélioration de service médical soit suffisamment importante pour que le remboursement lui soit accordé. Dans le cadre de la robotique, en fait, il n'y a pas de remboursement. Donc, c'est pour ça qu'on parle du coût, parce que le coût n'est pas supporté finalement par la sécurité sociale. Il n'y a pas d'acte spécifique à la chirurgie robotique. Et donc, aujourd'hui, la question, si vous voulez, se poserait s'il y avait un remboursement, c'est-à-dire que la sécurité sociale pourrait dire on accepte de prendre en charge le surcoût de la robotique uniquement par indication si on fait la démonstration qu'il y a un bénéfice chiffré. Alors après, il faudrait mettre un seuil pour lequel on considérerait que ça a un impact clinique fort ou pas. Mais en fait, jusqu'ici,
n'y a pas eu de seuil qui soit porté parce qu'il n'y a pas de remboursement pour la robotique. Et c'est ça qui pose problème pour les établissements de santé, c'est que, et c'est ce que je vous montrais en termes de rémunération pour l'établissement de santé, un hôpital aujourd'hui va être payé exactement pareil, voire moins, pour une néphrectomie partielle faite par voie ouverte, enfin moins par voie robotique qu'il ne le serait si elle était faite par voie ouverte. Alors qu'en termes d'instrumentation, vous faites une chirurgie par voie ouverte, ben, globalement, vous avez le coût d'une lame de bistouri et puis tout le reste, c'est des pinces qui sont réutilisables, des ciseaux, enfin, de l'instrumentation standard. Voilà. Donc là, il n'y a pas, y a pas de cut-off qui soit établi pour juger de la validité d'une procédure. Voilà. Après, bon, quand vous avez, enfin, nous, on voit bien, typiquement pour la néphrectomie partielle, ça a transformé le post-opératoire des patients. Ça serait absolument inimaginable de pouvoir envisager et proposer une néphrectomie partielle par voie ouverte en ambulatoire. Voilà, parce que vous avez le patient qui est découpé de part en part, avec une cicatrice qui fait 40 cm. On découpe une côte, etc. Enfin, donc, en termes de douleur post-opératoire, en termes de complications, comme je vous l'ai montré dans la publication, et en termes de bénéfices pour le patient, même si ce n'est pas reconnu par les pouvoirs publics et par la sécurité sociale, nous, on a bien vu que ça permettait de transformer complètement le post-opératoire des patients. Voilà. Mais donc je n'ai pas de réponse, si vous voulez, sur les seuils, mais c'est des questions qui se posent quand effectivement est envisagé un remboursement. Bien, écoutez, professeur, on va être obligé d'arrêter les Bordelais parce qu'on voudrait écouter un de vos collègues toulousains qui va nous parler de la chirurgie du genou. Et on arrive à une heure confortable. Oui, j'ai trop traîné. Non, mais la conférence était excellente. Ça a été intéressant. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Ça a été vraiment un apport, un enrichissement pour tous.